Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Alors que les rencontres nationales de l'éducation populaire ont eu lieu ce week-end, que retenir de ce rassemblement? Quelle est la place de l'éducation populaire dans notre société? On en parle dès le début de l'émission avec nos invités. Récolter des déchets marins afin de développer une conscience écologique, c'est l'action que mène Osparito pour sensibiliser les plus jeunes et leur permettre de s'engager. On sera avec le chef de projet Clément Moreno en deuxième partie d'émission. Et puis on remontera le temps avec Loïc Landreau qui nous parlera de l'époque où les écoles n'étaient pas mixtes. Mais tout de suite, c'est l'actu en bref et c'est avec Mickaël Dorian. Mickaël, alors depuis ce lundi, c'est parti pour la 33e édition de la Semaine de la presse et des médias dans l'école. Oui Virginie, une semaine qui permet aux élèves d'apprendre à mieux décrypter l'univers des médias et de comprendre ses enjeux culturels et démocratiques. Le thème cette année, c'est s'informer pour comprendre le monde. L'événement est organisé par le CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Plus de 21 000 établissements scolaires participent cette année. Et sur School TV, à cette occasion, nous recevons dans nos émissions des journalistes, des formateurs et des experts tout au long de cette semaine de la presse et des médias dans l'école. Et parmi les partenaires évidemment du CLEMI pour cette 33e édition, il y a l'AFP, l'Agence France Presse. L'Agence France Presse est une nouvelle fois partenaire de cette semaine de la presse et des médias dans l'école. À cette occasion, l'AFP offre aux établissements scolaires un accès à toute sa production multimédia, articles, photos, vidéos et infographies. Et toujours dans le cadre de cette semaine spéciale, des journalistes de France Télévisions sont tout juste revenus d'Ukraine et sont là pour justement rencontrer les secondes. Les journalistes Maryse Burgot et Stéphane Guillemot se sont rendus à leur retour d'Ukraine dans un lycée de Seine-Saint-Denis. Ils ont répondu sans filtre aux questions des élèves d'une classe de seconde. Ils ont parlé de leur mission de reporter de guerre, de la peur de la mort, mais aussi de leurs limites. Selon Stéphane Guillemot, la limite, c'est qu'on ne peut pas aller partout et en fonction de ce qu'on peut faire en prenant des risques acceptables, on fait les reportages qu'on peut. On salue justement nos confrères qui sont absolument formidables et courageux. Alors que l'accueil d'enfants réfugiés ukrainiens dans les écoles se poursuit, le ministère de l'Éducation a mis en place une formation en ligne pour les personnels enseignants. Comment accueillir des enfants arrivant d'un pays en guerre? Comment faire classe tout en intégrant ces enfants? Et quel suivi leur apporter? Toutes ces questions, la Direction générale de l'enseignement scolaire et l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ont essayé d'y répondre sur la plateforme Magister. Une mini-formation en ligne a été mise à disposition des enseignants et des chefs d'établissement. Alors dans l'actualité également, cette semaine est aussi la semaine de l'éducation financière. Et c'est donc le retour de l'opération Un banquier dans ma classe. C'est la 7e édition de cet atelier ludopédagogique destiné aux élèves de CM1 et CM2. Le but, les sensibiliser aux notions de budget, moyens de paiement, épargne et sécurité. Regardez. Pour moi de faire venir l'équipe J'invite un banquier dans ma classe parce que je trouve ça intéressant que les élèves apprennent un peu à gérer leur budget. Je pense qu'il faut qu'ils retiennent qu'on ne fait pas n'importe quoi avec son argent et qu'on ne fait pas confiance à n'importe qui. Je sais comment gérer mon budget, savoir s'il y a quelqu'un qui regarde mon code. Ce qui est très important, c'est que c'est évidemment sur une base purement volontaire. C'est l'enseignant qui décide de faire appel à ce programme et puis les banquiers s'inscrivent. Et puis Mickaël, une étude plutôt alarmante vient de paraître sur le sommeil des étudiants. Oui Virginie, vendredi c'était la journée mondiale du sommeil et à cette occasion, une étude AIM Opinionway a fait le point sur les mauvaises habitudes des étudiants dans ce domaine. On y apprend que plus d'un étudiant sur deux dort mal. Dans le détail, 55% des étudiants interrogés déclarent avoir des problèmes de sommeil. 27% affirment même dormir moins de 6 heures par nuit, en cause en grande majorité l'usage intensif des écrans et le stress. On en parle peu et pourtant elle est si utile. On s'intéresse aujourd'hui à l'éducation populaire. C'est tout de suite. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Léonore Monconduit. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Bonjour, merci d'être là. Vous êtes maire de Poitiers, où se sont tenues ce week-end justement les rencontres de l'éducation populaire dont on va parler maintenant. Également, je suis ravie d'accueillir Laurel Lolo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de la Cité des Chances et vous étiez aussi à Poitiers ce week-end. Alors, on va en parler. Pour ceux qui ne connaissent pas, quel est le point commun entre la Maison des Jeunes, de la Culture, les auberges de jeunesse et le scoutisme? Eh bien, figurez-vous, voilà, ça s'adresse aux jeunes, mais surtout chacun de ces mouvements ou associations, si je puis dire, se rattache à ce qu'on appelle l'éducation
populaire. L'éducation populaire, en fait, elle date pas d'aujourd'hui, elle date d'il y a longtemps, de la Révolution, on pourrait même dire en 1792 avec Condorcet et autres, mais on ne va pas faire tout l'historique de l'éducation populaire, mais c'est pour dire à quel point elle est importante en France, et je suis ravie de pouvoir aborder ce sujet-là ici sur School. Est-ce que vous pouvez me dire déjà, Léonore Monconduit, quel est le but aujourd'hui, encore et encore, parce que ça fait quand même un petit moment que ça existe, de pouvoir parler d'éducation populaire et donc de ces rencontres qui ont eu lieu pour la première fois ce week-end à Poitiers? Alors, vous l'avez évoqué, l'éducation populaire, elle part d'un principe simple. Pour qu'un enfant grandisse de manière équilibrée, il lui faut 3 apports éducatifs dans sa vie. L'apport de la famille, qui vise surtout à transmettre un héritage de valeurs, un héritage culturel. L'apport de l'école, qui vise avant tout à transmettre des savoirs. Et puis, tout ce qu'on appelle les tiers-lieux éducatifs, ce sont plutôt des espaces où on apprend des savoir-vivre, des savoir-être, l'apprentissage de l'autonomie, l'apprentissage de la vie en collectivité. Et tout ça, ce sont des espaces d'éducation populaire. Et de même qu'il y en avait besoin hier, aux époques que vous avez mentionnées, de même aujourd'hui, il y a de plus en plus d'inégalités qui se développent dans le temps libre, qui est de moins en moins un espace d'accès à l'émancipation pour toutes et tous, et en particulier pour les plus jeunes. Et nous sommes persuadés que cet espace éducatif-là, qui se développe dans le temps libre, dans le temps à côté de l'école et de la famille, est aujourd'hui indispensable pour que les enfants s'épanouissent en grandissant. Alors justement, celui de promouvoir justement en dehors des structures traditionnelles d'enseignement qui vise à améliorer, si je puis dire, le système social et donc pour que nul ne soit enfermé aussi dans ses origines. Est-ce qu'on peut réellement envisager aujourd'hui cette idée, Lorraine Lolo? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on va y arriver à cette fameuse égalité qu'on espère tous? On espère, mais en tout cas, on essaye d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Nous, on le fait avec Cité des Chances. Donc nous, on agit dans les quartiers populaires parce que déjà, c'est le terrain qu'on connaît parce que le cofondateur et moi, on y a grandi et on y connaît l'école. Vous avez grandi où? Moi, j'ai grandi à Clichy-sous-Bois et lui, il a grandi à Sarcelles. Donc, Clichy-sous-Bois, tristement célèbre, notamment pour les émeutes de 2005. Donc voilà, mais où aussi on peut bien vivre. Mais où aussi on peut bien vivre et où aussi on peut apprendre plein de choses. Et donc la Cité des Champs, c'est pour justement pousser les jeunes à aller aussi voter, à être citoyens finalement? C'est ça. En fait, nous, on est parti d'un principe simple, c'est que justement, l'éducation à la citoyenneté, aujourd'hui, c'est plus la famille qui nous transmet. Si on n'a pas la chance d'avoir une famille qui nous pousse à voter, nous pousse à nous intéresser à la politique, débat avec nous, etc., en fait, cet héritage, on ne l'aura pas. Et on considère en fait qu'aujourd'hui, les cours d'éducation morale et civique sont insuffisants et ne provoquent pas spécialement d'engagement, surtout chez les classes les plus populaires et les jeunes notamment. Mais pourquoi c'est pas suffisant et pourquoi ça provoque pas l'envie? Parce qu'il y a quand même ce fameux cours de MC. C'est quoi? C'est 2 heures par semaine à peu près au collège? Oui, à peu près au lycée aussi. Et alors pourquoi, s'il y a 2 heures enseignées au collège, les jeunes, les élèves, qu'ils soient collégiens, lycéens, tout d'un coup, surtout en période électorale, là, ne manifestent pas davantage d'envie? Ils ne se sentent pas concernés du tout? Ils ont l'impression que rien ne va changer finalement? C'est ça. En fait, le truc, c'est que l'éducation morale et civique, aujourd'hui, elle est très théorique. Donc, si on a tendance à être scolaire, et aujourd'hui, on sait que les personnes qui ont tendance à être les plus scolaires, les meilleures à l'école, etc., sont plus les classes sociales élevées, là, peut-être on va être intéressé, etc. Mais pour les personnes qui ont plus de mal avec l'école, c'est plus, nous, on considère que c'est plus par la pratique qu'ils vont se saisir, en fait, des principes de la démocratie, de la citoyenneté. Et c'est pour ça que nous, on prône une approche, en fait, par la pratique. Aujourd'hui, on parle du grand oral, par exemple, qui vise à prendre la parole sur un sujet, etc. Nous, c'est quelque chose qu'on trouve bien, mais il faut un accompagnement pour pouvoir prendre confiance en soi, confiance en ses capacités. Alors, justement, il y a la Cité des Chances, et puis il y a évidemment beaucoup d'associations et voilà de mouvements qui permettent justement de parler de l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est un accès pour tous à la culture, à des loisirs épanouissants. Ça fait si longtemps, on l'a dit, Léonore Monconduit, que ça existe, mais pourquoi on entend si peu parler? Comment c'est possible ça? Parce que l'éducation populaire, elle est très présente dans nos vies. Vous avez mentionné une quantité d'exemples, les maisons de quartier, les associations, les clubs sportifs, les colonies de vacances, mais elle est très présente, mais elle se revendique rarement comme telle. Et donc, ça fait partie des objectifs qui étaient ceux des rencontres nationales de l'éducation populaire, c'était de permettre à l'ensemble des acteurs qui font vivre l'éducation populaire, que ce soit les associations, les élus, les cadres dans les administrations aussi, tous ces gens qui font vivre l'éducation populaire, de se retrouver, de faire famille et de réfléchir à la manière dont on peut repolitiser cette question de l'éducation populaire et la rendre indispensable dans les réponses à construire face aux défis démocratiques, sociaux, écologiques. Il faut qu'on ait des approches éducatives qui permettent aux plus jeunes d'être acteurs
de leur citoyenneté, comme ça a été évoqué sur l'exemple de la Cité des Champs, c'est la manière dont elle complète les approches de l'école. Il faut vraiment qu'on permette à chaque citoyen d'être acteur face aux grands défis du monde actuel et à venir, et c'est le rôle de l'éducation populaire. Repolitiser parce que finalement, on a trop séparé, dissocié l'école, si je puis dire, la structure proprement dite de l'école, avec justement tout ce qui est extrascolaire. Pourquoi on ne peut pas réunir les deux finalement? Pourquoi il y a cette scission? Eh bien, c'est justement réunir les deux, c'est bien lorsqu'on les considère comme étant complémentaires de l'une de l'autre, l'école et l'éducation populaire. Réunir les deux lorsqu'il s'agit de faire en sorte que l'éducation nationale absorbe l'éducation populaire, à mon sens, c'est délétère. C'est le choix qui a été fait par le gouvernement actuel qui a fait en sorte que l'administration de la jeunesse et de l'éducation populaire soit absorbée complètement par le ministère de l'Éducation nationale. Ça invisibilise complètement le champ de l'éducation populaire et au final, ça nie complètement les apports que doit avoir un enfant hors de l'école. Et on sait combien, pour nombre d'enfants, l'école n'est pas synonyme de réussite, peut être synonyme de souffrance. Et donc, combien il est important de préserver des espaces autres, des espaces d'épanouissement, d'émancipation autres. Et d'où l'idée de repolitiser l'éducation populaire au sens de dire les objectifs de l'éducation populaire sont différents de ceux de l'éducation nationale, mais ils doivent tout autant être maintenus. C'est l'émancipation culturelle, c'est l'émancipation sociale, l'émancipation intellectuelle, l'accès aux vacances, l'accès aux loisirs, qui doit rester un objectif public à part entière, au-delà de celui d'accéder à l'école en tant que telle. Alors justement, on est en pleine période d'élection présidentielle. Est-ce qu'il y a eu des discussions avec des candidats justement sur ces sujets d'éducation populaire ? Alors oui, justement, les rencontres nationales de l'éducation populaire visaient à créer un plaidoyer issu de l'ensemble des acteurs de l'éducation populaire, donc un plaidoyer qui a été construit au cours des 3 journées de ces rencontres et qui a été présenté samedi après-midi à des représentants de quasiment tous les candidats à l'élection présidentielle. Chacun a envoyé un représentant pour répondre aux interpellations des participants et aux préconisations prioritaires qui étaient celles des participants. Parmi ces préconisations, il y avait avant tout une question de moyens. Comment est-ce qu'on fait en sorte que l'éducation populaire ne soit pas fragilisée par une baisse trop importante de moyens, des emplois, par exemple, les emplois associatifs, les emplois aidés, lorsqu'ils ont disparu, ont complètement fragilisé le secteur de l'éducation populaire, mais aussi des revendications plus positives, c'est-à-dire parler de culture de coopération, apprendre dès le plus jeune âge aux enfants la culture de la coopération, apprendre dès le plus jeune âge la question de la citoyenneté active, encore une fois, repolitiser le droit aux vacances. Comment est-ce qu'on développe à nouveau des politiques publiques d'accès aux vacances, de départ en colonie de vacances, par exemple? Ça faisait partie des préconisations auxquelles ont répondu les représentants des candidats à l'élection présidentielle. Alors justement, on en parle, des moyens évidemment pour pouvoir faire fonctionner toutes ces activités et ces associations et ces mouvements. Il faut de l'argent, mais aussi il faut des bras. Est-ce que c'est un moment aussi de pouvoir rendre hommage et puis de faire quelque chose pour tous ces bénévoles? Parce que j'imagine qu'il y a un maximum de bénévoles qui travaillent. C'est difficile de dire bénévoles qui travaillent, mais enfin, qui en tout cas agissent, qui donnent de leur temps pour ces associations. Pardon, je pensais que c'était pour Lorraine. Léonard, oui, pardon, mais je question, ferai réagir Lorraine aussi, oui. La question de la valorisation du bénévolat était au cœur de nos échanges, surtout dans une période post-Covid où on sait que la période Covid a fait perdre de nombreux bénévoles à de nombreuses associations sans lesquelles elles ont du mal à vivre. Donc il y a vraiment la question de comment on attire de nouveaux bénévoles à l'engagement associatif et puis comment on valorise leur engagement dans leur parcours professionnel, dans leur parcours d'engagement ultérieur, comment est-ce qu'on leur permet de prendre des responsabilités et donc de gagner en compétences au sein d'un engagement associatif. Ça fait partie des clés pour redévelopper l'éducation populaire en effet. Alors, on parlait des quartiers, Lorraine Lot, tout à l'heure, justement. On dit des quartiers prioritaires, des REP, on les appelle comme on veut, mais disons des quartiers un peu plus sensibles. Et c'est là où, justement, les associations sont peut-être les plus nombreuses, j'imagine, ou en tout cas, il y a une importance qui est vraiment instaurée et où tout le monde, je parlais de bénévolat, tout le monde s'investit pour pouvoir aider les plus jeunes, que ce soit pour l'accès, effectivement, à la culture, au sport, aux loisirs différents. Comment vous le ressentez par rapport à tous les jeunes que vous rencontrez? Est-ce qu'ils sont clients de cela?
candidats et est-ce qu'on voit bien qu'ils sont vraiment, ils ont envie d'aller vers justement ce type d'atelier ou autre que vous proposez? Déjà, ça dépend. Il y en a qui sont évidemment ravis quand on vient faire des ateliers pratiques d'éducation à la citoyenneté. Il y en a qui au début sont beaucoup plus sceptiques parce que en fait, dès qu'on aborde les mots politique, citoyenneté, etc., il y a direct un petit braquage parce que en fait, justement, l'associatif pour beaucoup ce n'est pas politique, alors que l'associatif fait partie de l'organisation de la société, donc c'est évidemment politique. Donc déjà en fait, à chaque fois, on doit commencer par redéfinir en fait qu'est-ce que c'est la politique et pourquoi en fait. Enfin, c'est pas un gros mot en fait finalement. Non, mais justement, quand vous parlez, parce que c'est très intéressant ça, quand vous parlez de choses publiques, donc de politique, est-ce qu'il y a un moment, vous avez l'impression que les Français de manière générale, et les jeunes encore plus, puisque c'est avec eux que vous discutez, sont complètement dissociés et ont l'impression de parler de quelque chose qui ne les concerne pas du tout? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et là, nous, on le voit bien parce qu'on a une action d'encouragement au vote, notamment pour les élections pour l'élection présidentielle et les législatives qui arrivent. Mais en fait, directement, on nous dit non, ça me concerne pas, je m'y connais pas, je n'ai pas envie d'y participer, je ne crois pas en la politique, etc. C'est des trucs qui reviennent souvent et que nous, on essaye de déconstruire en fait petit à petit à travers tout simplement une discussion, le débat, en apportant des arguments pour casser ces petits préjugés et aussi en faisant rencontrer les candidats, les candidates également, avec les jeunes pour les réconcilier en fait quelque part et les reconnecter. Alors justement, Léonore Monconduit, est-ce que ça a marché la réconciliation? Parce qu'ils ont été, il me semble, 7 candidats, ou en tout cas un groupement de candidats à venir faire leurs propositions au sein des fameuses rencontres nationales ce week-end. Comment ça a été perçu, à gauche comme à droite? Alors, les points de vue exprimés étaient assez différents. C'était assez intéressant de pouvoir confronter différentes visions de l'éducation populaire. Pour certains candidats, c'est purement une éducation pour le peuple, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte que tout le monde ait un accès à l'éducation de manière générale, ce qui n'est pas vraiment l'objectif de l'éducation populaire. Pour moi, pour d'autres, c'était vraiment comment est-ce qu'on donne à nouveau, comment est-ce qu'on fait de l'éducation populaire un espace éducatif engagé pour la question des quartiers, pour la question de l'écologie, pour la question de la lutte contre les discriminations, etc. Comment est-ce qu'on en fait une réponse aux grands défis du moment? Et il y avait une belle qualité des intervenants, une belle diversité des réponses et la table ronde, le temps d'interpellation est accessible en ligne. Tout un chacun peut aller se faire une idée sur les meilleures propositions des candidats et candidates pour l'éducation populaire. Une éducation dont la forme justement est populaire s'oppose souvent à une éducation dont la forme est élitiste. Est-ce que c'est quelque chose que vous revendiquez? Ah non, bien au contraire, le parti pris de l'éducation populaire, qui est difficile à faire comprendre, je le conçois, mais le parti pris de l'éducation populaire, c'est que chacune peut progresser à tout âge de la vie avec des méthodes qui favorisent vraiment la diversité des parcours de réussite. L'idée, c'est vraiment de mettre chacun en position d'être acteur de sa progression et puis l'éducation populaire s'inscrit dans la reconnaissance de la diversité des voies de réussite de chacun. À l'école, on réussit parce qu'on a de bonnes notes et parce qu'on arrive à engranger des savoirs et à bien les restituer. Et bien dans l'éducation populaire, on peut réussir parce qu'on aime, par exemple, parce qu'on devient bon en foot, parce qu'on aime s'occuper d'autres enfants et donc on devient petit à petit animateur, parce qu'on aime, je sais pas, parce qu'on est très fort dans un jeu en particulier. C'est vraiment tout sauf élitiste, bien au contraire. L'éducation populaire, elle offre des espaces de réussite qui sont bien souvent très émancipateurs pour celles et ceux qui sont moins à l'aise avec la réussite scolaire ou avec la réussite avec un milieu familial propice, comme l'a évoqué Lorraine tout à l'heure. Ça peut aussi politiser tout le monde et contribuer à faire en sorte que tout le monde comprenne le rôle et l'action d'être citoyenne ou citoyen. Mais quand vous parliez tout à l'heure de politisation, l'éducation populaire, c'est aussi une façon de pouvoir reparler de métiers dont on parle peu. Vous venez de le citer à l'instant, justement, de tous ces métiers qui sont peut-être à côté, dont on parle peu, qui ne sont pas forcément des métiers auxquels on pense tout de suite. Vous, par exemple, vous, Lorraine Lelot, vous pensez à quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire demain? Vous avez quel âge? Là, moi, j'ai 24 ans. Voilà. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire plus tard, mais déjà, diriger l'association et en vivre, ça serait déjà pas mal parce que là, je dirige l'association, je fais mes études, je travaille à côté et j'ai un petit mandat. Vous faites des études de quoi? D'intervention et de développement social, justement. D'accord. Donc, ça va un petit peu avec l'associatif. Et vous travaillez?
Et je travaille pour la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. D'accord. Ah oui, donc vous avez plusieurs, effectivement, déjà une vie bien remplie. Et donc la suite après, c'est quoi? Ce serait de professionnaliser Cité des Chances pour pouvoir justement avoir des salariés, des alternants, pourquoi pas des stagiaires, etc., qui seraient rémunérés, qui nous accompagneraient dans nos actions pour qu'on soit plus efficace, qu'on puisse aussi couvrir plusieurs territoires. On nous a contactés notamment à Poitiers pour pouvoir y aller, mais pour l'instant, rien que l'Île-de-France, c'est déjà beaucoup à couvrir. On n'est qu'une centaine de bénévoles et qui font, pour la plupart des études, on a tous moins de 30 ans. Donc voilà, le fait de pouvoir revaloriser et y compris rémunérer certaines formes d'engagement, ça aiderait à avoir plus de bénévoles et à être plus efficace en fait. Donc c'est aussi la notion des besoins financiers aussi que vous réclamez, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, Léonore Monconduit? Est-ce que c'est aussi une demande que vous faites au gouvernement? Oui, absolument. Ça fait partie des demandes, non seulement les miennes, mais celles qui ont été exprimées par les participants samedi. Et un exemple pour témoigner d'à quel point l'éducation populaire elle est au cœur du quotidien de nombreuses familles. Aujourd'hui, pour la première fois, cette année, se développent des mouvements de grève des animateurs périscolaires, qui sont les animateurs qui interviennent dans nos écoles, dans nos maisons de quartier, sur les temps à côté de l'école. Et ils demandent la reconnaissance du métier d'animateur, qui aujourd'hui est mal rémunéré en effet. Et ces grèves, ces problématiques d'accueil des enfants, elles touchent toutes les familles lorsqu'il y a des problèmes, mais du coup, elles permettent aussi à chaque famille de prendre conscience de l'importance de l'éducation populaire dans l'éducation de leurs enfants, et donc de l'importance de lui accorder les moyens, notamment en termes de reconnaissance des métiers d'animation, effectivement. Au moment où où la France a repensé les rythmes scolaires et avait pensé à la semaine de 4 jours, est-ce qu'il y avait plus de place aussi pour cela, pour tous les ateliers et pour tout le périscolaire dont vous parlez, Léonore Monconduit? Effectivement, ça faisait partie des objectifs intéressants de cette réforme. Cette réforme, elle partait du principe qu'il fallait diversifier les temps d'éducation de l'enfant en lui permettant de bénéficier d'activités variées. En réalité, aujourd'hui, le bilan est un petit peu mitigé, c'est-à-dire qu'on se rend compte que toutes les collectivités n'avaient pas les moyens, enfin tous les territoires n'avaient pas les moyens de recourir à des activités suffisamment intéressantes, de travailler avec des partenaires qui avaient des projets pédagogiques suffisamment intéressants. L'éducation populaire et ses associations, ce ne sont pas des prestataires qui répondent uniquement à une commande, ils ont vraiment un projet pédagogique à part entière. Mais c'est vrai que l'intention de cette réforme-là était intéressante et permettait un rapprochement entre les objectifs et les espaces de l'éducation populaire et ceux de l'école. Et ça existe encore aujourd'hui dans un certain nombre de territoires où ça a permis des rapprochements entre ces milieux-là. Parce qu'on parle beaucoup des inégalités qui existent à l'école, hein. Autant les hommes que les femmes politiques en parlent en permanence, revendiquent le fait qu'ils ont chacun, et l'un et l'autre, un programme évidemment pour la suite, là, pour le prochain quinquennat, absolument formidable pour enrayer les inégalités. Tant mieux, écoutez, hein, on serait ravis, mais elles existent en plus, dans le temps libre, est-ce exact ou pas, Lorraine? Bah oui, déjà, on n'a pas le même temps libre. Là, je parlais tout à l'heure de toutes les activités que je fais. Bah, j'ai pas le même temps libre qu'une autre personne. J'ai pas le même temps libre qu'un étudiant qui n'a pas de travail et qui, du coup, peut plus s'engager, par exemple. Et du coup, bah, c'est parfois valorisé dans les dossiers scolaires pour entrer en master, notamment, etc., parce qu'il y a de plus en plus de sélections. Donc, on n'est vraiment pas égaux face au temps libre. On n'a pas le même accès à la lecture, au sport, etc. On parle aussi au sein des familles, par exemple. Totalement. Les sein des familles, effectivement, qui n'ont pas la possibilité de proposer à leurs enfants des ateliers éducatifs, culturels ou sportifs. Ça, vous le ressentez en permanence? C'est-à-dire que vous êtes là aussi pour tous ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'accéder à cela? C'est exactement ça. Nous, c'est vraiment le constat qu'on a fait. C'est qu'on n'a pas tous le même temps libre, le même temps, par exemple, pour s'intéresser à la politique, au programme politique, etc., à l'élection. Donc nous, on est là pour donner des petites astuces pour dire, bon, si tu pars de rien, si tu n'as pas suivi tout ce qui s'est passé avant, comment tu peux commencer à t'intéresser, par quoi tu peux commencer à t'intéresser et pourquoi finalement c'est pas si difficile et si éloigné de nous que ça. Donc c'est ce qu'on essaye de faire à notre petite échelle et pour l'instant, on a des super bons retours, donc on est très satisfaits. D'accord. J'ai relevé un chiffre très intéressant et qui m'a beaucoup étonnée, Léonore Monconduit. J'ai vu que à Poitiers, eh bien, il y avait une association pour 30 habitants. Est-ce exact? Absolument, alors que la moyenne nationale est de 1 pour 60. Donc on a la chance à Poitiers d'avoir un tissu associatif extrêmement riche. Et c'est ce qui a permis du coup de créer ces rencontres justement à Poitiers ce week-end?
Alors, c'est pas ce qui a permis, mais c'est vrai qu'à Poitiers, on a la chance d'avoir donc ce tissu extrêmement riche dont je parlais, non seulement d'associations, mais une maison de quartier qui couvre vraiment tout le territoire en grande proximité. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, c'est l'un des marqueurs forts du territoire de Poitiers. On parle souvent de Poitiers comme la capitale de l'éducation, parce qu'il y a de nombreux opérateurs de l'éducation nationale qui sont implantés à Poitiers, le CNED, Canopé par exemple. Mais nous sommes aussi, de fait, par la présence de ce tissu associatif très riche, d'organisateurs de l'éducation populaire très riche, nous sommes aussi un peu la capitale de l'éducation populaire. En tout cas, cet événement a contribué à ce que nous soyons un petit peu, le temps d'un week-end. Vous étiez combien ce week-end? Parce que ça a l'air énorme. Alors, on était... organiser un événement en contexte Covid est un défi. Donc, on était ce week-end... Je vous rappelle que nous ne portons plus les masques, que nous sommes soi-disant sortis du Covid, alors que les chiffres sont énormes. Je me permets d'indiquer qu'un événement de cette envergure ne s'organise pas en deux semaines. Donc, ça fait longtemps que nous y sommes. Je me doute. Et donc, en fait, non, il y avait un temps vraiment des temps formels avec de la formation, des conférences, des ateliers dans toute la ville de Poitiers. Là, il y avait 400 personnes inscrites. Il y avait ensuite des temps ouverts au grand public, le temps d'interpellation des candidats et candidates à la présidentielle, une table ronde avec le journal Libération le vendredi soir qui est aussi à retrouver en ligne, où là, il y avait jusqu'à 600 personnes inscrites pour assister à ces moments-là. Oui, d'autant plus que Emmanuel Macron avait pris la parole juste avant avec cette fameuse couve de Libé incroyable qui est sortie le lendemain. Donc j'imagine que ça a dû faire parler. Nous avions un cahier spécial éducation populaire dans ce Libération-là, justement. Tout à fait, exactement. Je cite une phrase, le faire ensemble fonde le vivre ensemble. Cette phrase, c'est Philippe Mérieux qui l'a écrite. Et je sais qu'il était présent justement aux rencontres de l'éducation populaire et qu'il a beaucoup écrit sur le sujet. On le salue parce que c'était quelqu'un vraiment d'absolument fantastique. Est-ce que c'est ça aussi à cela que sert l'éducation populaire, à vivre ensemble, enfin réussir à vivre ensemble? Absolument, complètement. Les pédagogies de l'éducation populaire sont vraiment fondées sur l'apprentissage par le groupe. Et un exemple, par exemple, vous parliez tout à l'heure des cours d'éducation à la citoyenneté dans les écoles. Une approche scolaire classique, eh bien, ce serait un PowerPoint où on explique aux enfants, voilà ce que c'est la démocratie, voilà comment fonctionnent les institutions, et puis les enfants noteraient et n'auraient plus qu'à écouter et à absorber. L'éducation populaire, elle propose aux enfants d'expérimenter ce que c'est la démocratie, de se confronter au débat. Et par exemple, c'est ce que propose Lorraine dans Cité des Chances, c'est de permettre aux enfants de vivre, et aux jeunes, pardon, de vivre l'équivalent de sessions parlementaires où on discute d'un sujet, où on apprend à prendre la parole, à se faire un avis, à le défendre devant les autres, à accepter aussi une décision collective. Et ça, c'est le faire ensemble. Et lorsqu'on fait ensemble des choses, ensuite, on apprend à vivre ensemble. On apprend à vivre dans une société plus apaisée, où on respecte mieux la vie de l'autre. Et c'est la même chose lorsqu'on part en colonie de vacances, par exemple. Lorsqu'on apprend pendant 15 jours à vivre au quotidien avec des gens qu'on ne connaissait pas avant, eh bien, on acquiert des habitudes de vivre ensemble qui contribuent à une société plus apaisée. Oui, parce qu'on connaît tous l'UCPA, par exemple. L'UCPA fait partie de l'éducation populaire, donc ça fait partie même des grands mouvements français qui nous ont tous marqués. Vous parliez justement, c'est ma dernière question, mais vous parliez de justement l'EMC, l'éducation civique enseignée à l'école. Pourquoi l'école traditionnelle ne permet pas ça aujourd'hui? Parce que c'est vrai que, ok, il faut absolument comprendre qu'il y a un Sénat, une Assemblée nationale pour pouvoir, et un conseil pour pouvoir faire la politique aujourd'hui et faire marcher un pays. Mais c'est vrai que tous les mouvements dont on parlait à l'instant et qui sont enseignés aujourd'hui au sein de la Cité des Chances, pourquoi tout d'un coup l'école ne réussit pas ça, ne réussit pas à intéresser finalement les jeunes? En fait, parce que ça paraît très théorique. Il y a une grosse autocensure. Enfin, moi, je suis jeune élue et je remarque bien que des jeunes élus comme moi, qui sont déjà qui sont jeunes, il n'y a pas beaucoup de femmes, en tout cas pas assez de femmes. Il n'y a pas assez de personnes qui viennent de quartiers populaires. Il n'y a pas assez de personnes qui viennent de classes sociales inférieures, etc. En fait, il y a un manque de représentation aussi, et ça contribue en fait à ce qu'il y ait beaucoup plus d'autocensure, de personnes qui se disent en fait ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas et je ne pourrai jamais exercer ces fonctions-là. C'est d'autres personnes qui sont plus capables de décider pour moi. Et nous, c'est pour ça qu'on va dans les écoles pour leur redire, mais en fait, vous êtes légitimes, vous êtes capables et vous êtes les expertes et experts de votre quotidien. Et en fait, personne ne peut mieux en parler que vous-même, en fait. C'est ce qui vous manque au quotidien, en fait. Vous listez les choses qui vous manquent au quotidien et que finalement la politique pourrait faire pour eux. Exactement, parce qu'en fait, on n'a pas forcément ce côté
côté que la politique, ça peut changer notre quotidien, justement, en banlieue, en quartier dit sensible, comme on dit. On a tendance à se dire, justement, la politique ne s'occupe pas de nous, on s'en fiche de nous, on a abandonné, notamment les services publics, etc. Et que, justement, là, on a le droit, en fait, de revendiquer un autre mode de société. Et ça, si on nous donne pas le droit, si on nous apprend pas qu'on a le droit, c'est pas quelque chose qui va de soi. Eh bien, j'espère que les adultes aussi vous écoutent et qu'ils iront voter, parce que il peut y avoir de gros changements qui puissent s'opérer là dans les quelques semaines à venir. Donc, effectivement, soyez s'il vous plaît aux urnes dans l'enveloppe. Merci en tout cas à vous, Lorraine Lolo, d'avoir été avec nous. Vous êtes cofondatrice de la Cité des Chances, et merci à vous aussi, Madame la maire Léonore Monconduit, d'avoir été avec nous. Bravo donc pour les premières rencontres nationales de l'éducation populaire qui sont tenues ce week-end à Poitiers. Restez avec nous dans un instant, on s'intéressera à Osparito, un programme ludique qui permet de sensibiliser les plus jeunes à l'écologie. A tout de suite. De retour dans le Grand JT de l'éducation, nous sommes avec Clément Moreno. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet chez Surfrider Foundation Europe. C'est ça, une association qui lutte pour la protection des océans et lutte contre la pollution marine. C'est ça, tout à fait. Le projet s'appelle Osparito. Qu'est-ce que c'est qu'Osparito ? Alors, Osparito, c'est un projet scientifique pour les petits, donc ciblé pour les enfants de CM1, CM2. Et on essaye de leur faire réaliser en fait un protocole scientifique donc, qui est normé, qui est cadré, qui est utilisé aujourd'hui par des adultes, des scientifiques, de manière ludique, de façon à ce que les enfants puissent, à leur manière, acquérir de la donnée, des connaissances sur la problématique, et derrière, que ces données soient utilisées par des scientifiques, par des lobbyistes pour lutter contre la problématique. D'accord, alors attendez, on va parler clairement parce que j'ai compris le principe de donner, le principe du don pour que ce soit utilisé. Mais concrètement, avec les enfants de CM1, CM2, ça se passe comment ? Ça se passe... C'est assez large. En fait, au début, on échange avec les enfants pour faire un petit point sur leurs connaissances, sur la problématique. Ouais. On se rend compte très vite qu'ils en connaissent beaucoup plus que nous à leur âge sur tout ça. Et ensuite, l'idée, donc, c'est de leur expliquer le protocole scientifique. C'est d'aller une fois par saison sur la plage, sur la même zone, aller ramasser des déchets et ensuite les quantifier et les caractériser selon une grille en fait, qui a été normée à l'échelle européenne où il y a 200 types de déchets différents. D'accord. Et tout ça de manière ludique et sous le ton de l'enquête policière. Ah ok, donc ils ont 9-10 ans à peu près, c'est ça ? C'est ça. 9-10 ans, ils partent avec vous. Sur combien d'écoles vous faites ça ? Alors ça dépend des années, ça dépend du contexte Covid aussi, mais on va dire qu'on est sur une quinzaine d'écoles à peu près chaque année. D'accord. Et donc ils sont proches des plages du coup, ou alors proches des lacs, j'imagine ? Pour l'instant, justement, c'est que des écoles proches de l'océan, mais à partir de cette année, justement, on ouvre à l'intérieur des terres avec les lacs et les rivières. Alors, vous arrivez sur l'océan Atlantique, vous êtes sur l'île de Léron, vous regardez la plage, la mer qui est face à vous, et tout d'un coup, il y a des déchets, donc un bout de plastique qui est là, un bout de carton. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que vous vous posez la question avec ces enfants-là de savoir déjà quel est le matériau ? Dans un second temps, c'est ça. En fait, un premier temps, alors, vous faites quoi ? On réalise, on collecte en fait tout ce qu'il y a sur une zone de 100 mètres, ouais. Sur un gros rectangle de 100 mètres sur la plage. On vient récupérer vraiment tout ce qu'on retrouve d'origine humaine. Mm-hmm. Et ensuite... d'origine quoi ? Humaine. Ah, humaine, carrément. On peut trouver des corps ? Non, on parle d'origine humaine, c'est un plastique, voilà. C'est-à-dire qu'on va laisser tout ce qui est végétal. Généralement, les gens ont tendance à ramener, par exemple, des œufs de raie, des os de sèche, des choses comme ça qui ont vocation à rester sur la plage. Donc, on se concentre sur tout ce qui est d'origine humaine. Tout ce qui pollue, en fait. Voilà. Et ensuite, on va venir les compter et les identifier. Et ensuite, suite à tout ça, on va pouvoir faire un petit bilan de ce qu'on a trouvé justement sur notre terrain. Par exemple, si on a retrouvé 80% de filets de pêche, on va pouvoir amener les enfants à se questionner sur la problématique de qu'est-ce qui se passe sur leur territoire pour trouver autant de déchets de ce type-là. Et puis d'où viennent ces déchets surtout, en fait ? Aussi. La question, c'est-à-dire que la question, c'est quoi ? En fonction peut-être des pays, en fonction de ce qui arrive.
En fonction des régions, ça va être totalement différent. Donc, et en fonction des saisons aussi. C'est pour ça qu'on réalise ça une fois par saison pour voir l'évolution. Il y a plein de questions, de dynamiques qui peuvent être soulevées et c'est super intéressant pour les enfants d'essayer de comprendre en fait tout ça. Et pourquoi faire appel aux enfants et de CM1, CM2 ? Alors, c'est parce que ce projet s'inscrit dans un autre projet à l'échelle nationale qui est les aires marines éducatives. Donc, ce projet qui est porté par l'OFB, donc l'Office français pour la biodiversité, qui permet aux enfants d'aller directement sur le terrain expérimenter ou développer leurs compétences. Et nous, on s'inscrit dans cette case un peu biodiversité et déchets. Et pourquoi ces enfants ? Parce que nous, c'est un projet donc à l'échelle européenne. Ce protocole s'appelle le protocole OSPAR. Et c'est réalisé par des scientifiques et par d'autres associations dans le cadre de suivi national. Et nous, on le réalise depuis une dizaine d'années au sein de notre association. On se rend compte que quand on invite des bénévoles adultes, c'était un peu compliqué à les motiver, à les engager sur toute la séance pour réaliser tout le projet. Et on s'est challengé en interne en se disant si on arrive à développer quelque chose de ludique pour les enfants et que ça marche, les adultes derrière auront plus aucun argument pour ne pas participer, quoi. D'où le principe de l'enquête policière, c'est ça ? C'est ça, l'enquête policière, c'est juste pour développer en fait un petit univers pour que les enfants soient à fond dedans et puissent réaliser ça de manière ludique. Parce que le prétexte de l'écologie ne suffit pas, il faut les motiver aussi, peut-être avec quelque chose un peu... Avec les enfants, on se rend vite compte qu'il faut les captiver en fait. Et même si l'environnement, ça les captive, il faut aller plus loin. Et si on veut les maintenir, c'est surtout un projet qui dure environ 2-3 heures. Il faut essayer de stimuler tous leurs sens, de stimuler toute leur imagination pour les rendre ça beaucoup plus simple et qu'ils soient à fond en fait. Et vous leur dites quoi en gros c'est quoi le principe de l'enquête ? L'idée c'est qu'en fait ils ont leur petit territoire et il y a une pollution qui arrive. Donc le but c'est d'aller ramasser toutes les preuves de cette pollution et ensuite d'aller les analyser. Donc eux ils vont se transformer en petits scientifiques pour aller essayer de retrouver l'origine et d'identifier tous les types d'objets pour mieux comprendre en fait ce qui se passe sur leur plage. Alors on voit souvent que les enfants effectivement sont très concernés par l'écologie, les enfants de tout âge d'ailleurs. Peut-être que vous pourriez faire des enquêtes policières aussi pour les adultes pour qu'ils soient un peu plus concernés par l'écologie. Si c'est la forme qui fait défaut, possible. En tout cas le fond qui fait défaut plutôt et que la forme fonctionne. Non mais est-ce que vous allez aussi aller vers cela, c'est-à-dire que concerner parce que si les enfants sont motivés et engagés, peut-être qu'ils vont en parler aussi à la maison en rentrant. En tout cas j'imagine c'est ce que vous espérez. C'est ça, le but c'est qu'après ils puissent diffuser et créer un élan autour d'eux. Donc on voit que ça se propage chez eux, au sein de l'école aussi, mais même au sein de la ville. Généralement, il y a par exemple le maire qui va être impliqué, qui va venir voir ce qui se passe sur le territoire, d'autres associations, des structures scientifiques, etc. Donc le but c'est que ce projet soit une porte d'entrée pour permettre la réflexion et la création de dynamiques sur le territoire. Et alors comment ça a démarré ? Vous avez contacté en fait différentes écoles, vous travaillez avec le ministère. Comment ça se passe pour pouvoir proposer en fait votre engagement ? Donc nous on travaille essentiellement avec l'OFB, donc l'Office français pour la biodiversité. Donc au début on a lancé le programme dans le cadre des aires marines éducatives et après c'est par le bouche à oreille en fait une école qui a entendu une autre classe réaliser ça, qui a voulu s'engager et ainsi de suite. Je sais que les associations, heureusement, vivent, se créent et continuent de vivre et je vous remercie d'être là, mais est-ce que c'est pas aussi aux politiques, finalement, de pouvoir apporter les vraies réponses et non seulement de pouvoir apporter aussi les moyens pour qu'on fasse un vrai programme écologique différent ? Tout à fait. L'un va pas sans l'autre. Il y a besoin des deux actions. C'est vrai que si on veut changer les choses à la source, faut agir au niveau politique, au niveau des lobbies. C'est pour ça que notamment toutes les données qui sont collectées au sein de l'association, mais aussi à travers de ce projet-là, nous permettent d'alimenter tous nos combats de lobby auprès des décideurs politiques et des industriels pour faire en sorte qu'on change les lois, qu'on change directement à la source toute cette problématique-là. Oui, parce que finalement, les collectes dont vous parlez, donc de plastique, de déchets, quels qu'ils soient, humains, vous dites, justement, ils vont, vous disiez, vers des scientifiques, c'est ça ? C'est ça. En fait, on a 3 gros canaux de diffusion. Dans un premier temps, ces données, elles vont alimenter en fait tous les scientifiques, tous les experts qui travaillent sur la thématique, que ce soit à l'échelle nationale et européenne. Le deuxième canal, ça va être plus tout ce qui va être sensibilisation, pédagogie. On va communiquer les données qu'on va acquérir sur le terrain. Elles vont nous permettre de parler concrètement de ce qui se passe.
Et le troisième, c'est tout l'axe plus plaidoyer, lobby, où ces données vont venir amener du poids en fait à nos revendications. Vous avez des exemples de déchets qui sont ramassés sur les plages, de déchets plastiques qui, par exemple, datent d'il y a très longtemps, que vous avez retrouvés lors de collectes? Ouais, ça, on en a des tonnes. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est qu'on a retrouvé dernièrement une boîte de suppositoires qui était périmée dans les années 70. Donc ça veut dire le temps qu'il a passé avant d'arriver là, et il était intact. Donc il a une boîte qui a certainement voyagé par la mer, de pays en pays. Par la mer, alors nous, c'était marqué en français, donc certainement elle n'a pas tant voyagé que ça. Certainement d'une décharge à l'intérieur. Je propose qu'on fasse une dissertation là-dessus bientôt sur la boîte de suppositoire, cher Mickaël. Promis, et on vous l'enverra. C'est promis par la poste. Mickaël va nous faire une petite synthèse sur le déplacement de la boîte. En tout cas, merci pour votre action, Clément Moreno. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc, chef de projet chez Surfrider Fondation Europe. Merci mille fois. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Loïc Landreau. Alors, cher Loïc, on vous retrouve pour comprendre pourquoi avant les écoles n'étaient pas mixtes. Effectivement, bonjour à tous. Les écoles n'étaient pas mixtes, c'est pas une surprise. Et il y a deux raisons à ça. La première, c'est une raison morale. C'est vrai que l'Église, la chape de plomb de l'Église pèse un peu comme ça sur l'histoire de France. Et puis il y a une deuxième raison toute simple, c'est la déconsidération historique globale, générale, depuis les débuts, depuis que l'homme est homme, de la femme, évidemment. Oui, toute simple, on dit ça comme ça. Eh bien, le pire, c'est que si on remonte à l'Antiquité, eh bien, l'enseignement était mixte. Effectivement. En Grèce et à Rome, les filles étaient instruites dans les mêmes classes que les garçons, de 7 à 11-12 ans à peu près, mais quand même, après, elles étaient gentiment invitées à regagner leur pénate, puisqu'à l'époque, bien sûr, les hommes, c'est l'administration de la cité et la guerre, et les femmes, c'est l'administration du foyer et les enfants. Et est-ce que ça a bougé un petit peu au Moyen-Âge ? Alors, ça a bougé, mais ça empire. C'est un petit peu ça le problème. Je viens de vous le dire, il y a l'Église, bien sûr, qui est celle qui s'occupe de structurer l'éducation à l'époque. Et on sait que sur le sujet de la mixité, l'Église, c'est pas la plus à l'aise, c'est pas la plus open, c'est pas la plus ouverte d'esprit, évidemment. Donc l'enseignement est réservé aux garçons jusqu'au XIIe siècle. Parce qu'au XIIe siècle, ce sont les familles elles-mêmes qui disent « Écoutez, moi, j'ai une fille, j'aimerais qu'elle administre un peu mieux mon foyer. » Et oui, malheureusement, c'est toujours parce qu'elles doivent rester à la maison. Et je voudrais qu'elles apprennent, évidemment, à écrire, compter, etc. Donc, les filles, voilà, sont dans des classes mixtes, mais c'est toujours pour rester à la maison. Donc, on est encore loin de l'égalité, mais c'est un pas. C'est un patounet, un petit pas. Une papate. Une papate de chat, tiens, pourquoi pas. Et il faut attendre le XVIe siècle. Le XVIe siècle, grâce aux protestants, pour voir apparaître les premières salles de classe primaires mixtes, et surtout dans les campagnes où il y avait peu d'élèves. Alors, pourquoi ? Parce que chez les protestants, contrairement aux catholiques, eh bien, il y a des pasteurs femmes. Du coup, les filles étaient engagées à apprendre la Bible, à écrire, à compter, à lire, bien évidemment, pour transmettre la foi. Et ensuite, eh bien, il y a la Révolution française qui arrive, avec des gens, bien sûr, qui combattent l'Église, qui veulent plus de liberté, qui veulent plus d'égalité, etc. Oui, mais néanmoins, les filles, ça doit toujours rester à la maison. Et les classes doivent rester non mixtes. Voilà. Donc c'est révolutionnaire, mais ça va pas quand même jusqu'au bout. Donc, on est dans une société toujours avec des classes, avec des femmes à la maison, des hommes évidemment sur le champ de bataille, et l'Église et la morale voient toujours dans cette mixité une sorte de désordre sexuel. C'est toujours ça en fait qui pèse un petit peu, et du coup chacun sa classe et Dieu pour tous. Bon alors, quand est-ce que les choses avancent vraiment ? Eh ben, pas au début du 19e siècle, déjà malheureusement, puisqu'en 1816 une nouvelle ordonnance interdit de réunir les garçons et les filles dans une même classe, mais en 1833 ça change quand même, puisque toutes les municipalités sont obligées d'investir dans la création d'écoles pour garçons. Sauf que dans les petits villages, il n'y a pas assez d'argent. Et donc, on ne peut pas créer deux structures, une pour les garçons, une pour les filles. Donc, on admet, même sans légiférer, on admet qu'il y ait une mixité dans les classes. Mais c'était très mal vu. Et alors, écoutez bien, les élèves, du coup, n'entraient et ne sortaient pas de l'établissement en même temps. Deuxièmement, ils ne partageaient pas la même cour de récréation. Et troisièmement, ils étaient ensemble en classe, mais ils étaient séparés par un rideau. Voilà, par un rideau. C'est génial. Donc voilà, c'est très inégal finalement cette mixité selon les territoires. Mais on commence à voir que ça marche finalement, malgré cette morale qui pèse toujours. Et on tâtonne quand même jusqu'au XXe siècle à coups de décrets et de lois, ça va et ça vient.
Alors, on peut noter que pendant ces tâtonnements dont vous parlez, justement, l'éducation des jeunes filles s'est quand même développée, fort heureusement. Oui, fort heureusement, oui. Et le 19e siècle a été fondateur pour ça. D'ailleurs, en 1886, toujours par souci économique, les communes de moins de 500 habitants, donc toujours dans les campagnes, sont autorisées à avoir officiellement des écoles mixtes, mais pas les autres, pas celles des villes qui doivent obligatoirement avoir 2 écoles. On passe en 1924, où là, les filles ont enfin le même programme scolaire que les garçons. 1924, hein, c'était pas le cas avant. Donc, enfin, ça va favoriser un petit peu les rapprochements, puisque si tout le monde apprend la même chose, il vaut mieux les mettre tous dans une même classe. Mais il a fallu attendre quand même 1975, c'était il y a pas longtemps quand même, pour que la mixité soit rendue obligatoire dans tous les établissements publics, même si aujourd'hui encore, il y a des établissements privés qui pratiquent la non-mixité, toujours un peu pour des problèmes, je dirais, moraux ou de religion, ou parce qu'on croit qu'en fait, si on est entre soi, on est un peu moins tenté de rigoler, etc. Ou de draguer. Ça vous perturberait, vous, d'avoir une mixité dans une nouvelle classe, par exemple? Alors, sur ce plateau, pas du tout. J'aime énormément que ce soit mixte. Mais en tout cas, ça a mis du temps. C'est ça qu'il faut se dire, ça a mis du temps. Et franchement, quand on pense à 1975, c'était hier. Et c'est quand même assez incroyable. Merci, Loïc. Alors, à la semaine prochaine, une petite blague de fin? J'avais une blague sur les magasins, mais elle n'a pas super marché. Donc, je pense que je la ferai pas. Ah ouais, non, là on a du niveau. On a du niveau. Merci. Je suis sponsorisé par Carambar, c'est pour ça. Comme chaque lundi, nous découvrons ensemble qui s'est confié à Malika Ménard. C'est dans Souvenirs d'écolier, tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Olympe. Bonjour Olympe. Bonjour Malika. Alors, vous êtes chanteur, on vous a découvert dans la 2e saison de The Voice en 2013 et vous êtes de retour depuis le 18 mars avec votre nouvel album, Press Play. C'est ça, exactement. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, en fait, j'ai créé mon label l'année dernière et c'est le premier album que je sors et que je produis via mon label. C'est un album composé de 12 titres que j'ai coécrit et co-composé avec Jérôme Brûlant. Théo Grasset aux arrangements et voilà, il est vraiment cool. Donc, il y a une tournée de prévue dans les prochains mois? Oui, on est en train de préparer des dates là. C'est un peu compliqué avec les reports de tous les artistes parce que les salles sont blindées, mais on y travaille. Et... Ce qui a été annulé avant avec le... Ouais, c'est ça. Mais il y a plein de choses qui arrivent. Là, on va faire un petit flashback si vous êtes d'accord. Ok. On arrête un peu le futur, on revient en arrière, on revient dans votre enfance pour se remémorer les souvenirs d'écolier. Ok. Quel type d'élève étiez-vous? Celui qui n'avait jamais de mots dans son cahier, pas d'heure de colle, trop gentil, qui faisait chut quand quelqu'un parlait. Ah, vous étiez un faillot? Ouais, j'étais un faillot. Au début, je me suis dit parfait, bon élève, et tout d'un coup, celui qui fait chut, mais on l'aime pas, celui qui... Non, ouais, je sais. Non, mais en fait, comme... moi, j'ai été élevé par mon grand-père et avec mon petit frère et ma petite sœur, je devais montrer l'exemple. Et du coup, j'étais un peu trop... parti en mode faut pas que je me fasse gronder par mon grand-père. Du coup, j'étais Et d'ailleurs, ça a joué des tours à mon frère et ma sœur parce qu'eux étaient un peu plus hyperactifs. Et à chaque fois qu'ils arrivaient dans une classe, la prof disait j'espère que vous serez comme votre grand frère et tout. Et du coup, ils m'en ont toujours voulu pour ça. Mais du coup, des très bonnes notes aussi alors? Oui, des bonnes notes, des félicitations du conseil de classe. Ah oui? Ouais. Toute la scolarité? Non, pas toute la scolarité. Je dirais que le collège, j'ai pas trop aimé, ça n'a pas été une très bonne période pour moi, mais le lycée, je me suis vraiment ouvert et du coup, j'étais dans les premiers de la classe. Vous avez grandi où? À Amiens, dans la Somme, en Picardie. Picardie? Une école classique? J'étais dans une école privée qui s'appelle la Sainte Famille. Non, c'était sympa. On n'avait pas le droit au téléphone dans la cour, ni aux écoutes. On ne pouvait pas écouter de la musique. Enfin, c'était un peu bizarre comme truc, mais... Très strict, quoi. Ouais, vieille époque, quoi. Vous avez dit que vous avez grandi avec vos grands-parents? Ouais, j'ai grandi avec mon grand-père. En fait, mes parents se sont séparés. Mon père était militaire et ma maman a fait une dépression. Du coup, c'est mon grand-père qui nous a récupérés pendant... moi, j'avais 5 ans jusqu'à mes 17 ans. Et du coup, vos parents jouaient quel rôle dans votre éducation? Moi, j'ai connu... mon père, je l'ai connu assez tard, vu qu'il était en Nouvelle-Calédonie. Donc, du coup, on va dire que j'ai
commencé à le découvrir quand j'avais 16-17 ans, vraiment. Et j'avais des contacts avec lui, mais voilà. Sans jamais de présence, sans jamais se voir. On se voyait peut-être, je sais pas, une fois tous les 6 mois. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Mais je l'adore et on a réussi à créer des liens. Oui, je pense qu'il m'a manqué, mais du coup, on rattrape le temps maintenant. Que maintenant ? Depuis que j'ai 17-18 ans, ouais. Donc ça fait une bonne dizaine d'années maintenant. Donc pas d'impact sur votre scolarité ? Non. Ce qui a été dur, c'était les autres élèves qui me disaient mais ton père et ta mère, ils sont où ? Ils sont morts et tout. Je disais non, ils sont pas morts. Donc il fallait expliquer pourquoi. Et je pense qu'à cet âge-là, on comprend pas trop. Donc les camarades de classe qui avaient un papa et une maman, qui étaient dans un foyer classique, on va dire, ils comprenaient pas trop la situation. Et votre maman ? Ma maman, comme elle était en dépression, on se voyait pas énormément non plus. On se voyait un peu, mais on va dire que c'était plus difficile, parce que comme elle était pas très bien, c'était pas évident de nous donner des conseils et nous élever. Je pense c'est vraiment votre grand-père ? C'est mon grand-père qui nous a portés tous les trois à bout de bras, tout seul, parce qu'il était divorcé. Et il a été formidable. Vous aviez des amis ? Ouais, j'avais plein d'amis. Ah, même en étant faillot, on a plein d'amis. Ah ouais, surtout des filles, parce que j'aimais pas le foot et tout, donc je traînais toujours avec les filles. Et j'avais plein d'amis qui travaillaient bien, d'autres moins bien. Voilà, on était une bonne petite bande, on rigolait bien. Et vous avez gardé des contacts encore aujourd'hui ? Non, pas trop, mais alors pour le collège, non. Pour le lycée, on s'écrit de temps en temps. Je vois que sur mes réseaux, il y en a qui disent « Ah, on était en cours ensemble » et ça me fait plaisir de leur reparler. Donc j'aimerais bien qu'on organise une réunion des anciens élèves du lycée de la Sainte Famille d'Amiens. Bon, voilà, l'appel est lancé. L'appel est lancé, à vous de jouer. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie d'Olympe, dans Souvenirs d'écolier. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Comment s'informent-ils les jeunes aujourd'hui ? Alors, ça dépend ce qu'on appelle jeunes, c'est-à-dire est-ce que c'est les enfants, les ados ? Les ados, malheureusement, ils s'informent d'abord sur les réseaux sociaux. Je dis malheureusement parce qu'en fait, ils ne s'informent pas forcément auprès de médias. En fait, ils ne s'informent pas forcément auprès de grands titres de presse, de marques, de journalistes. Mais c'est effectivement, ça peut être des influenceurs, ça peut être des personnalités elles-mêmes qui font de la communication. Et du coup, il y a vraiment un travail nécessaire à faire pour leur apprendre à devenir des citoyens éclairés et qui choisissent de s'informer. Concrètement, qu'est-ce qu'il met en place pour le gouvernement, Jean-Rémy Girard, et surtout, est-ce que c'est efficace ? Alors, concrètement, moi je dirais plus qu'est-ce qu'il faut faire, parce que c'est pas une question qui se règle... J'allais dire, et c'est pas non plus une responsabilité ou un échec de tel gouvernement par rapport au précédent. On est sur un sujet sachant de que là, ça va jusqu'à l'été 2022, effectivement, grande cause nationale, mais j'imagine qu'il faudrait peut-être un peu le prolonger, le pérenniser. Sans aucun doute. Nous, ce que l'on constate, c'est qu'on a, par exemple, dans nos collèges et nos lycées, en fait, on a ce qu'on appelle des CDI, des centres de documentation et d'information, où les élèves, y compris les élèves des classes sociales les plus défavorisées, ont accès tout près à des livres qu'ils peuvent emprunter, et non seulement accès à des livres, mais en plus accès à des professeurs documentalistes qui sont là pour les conseiller, les guider, les orienter. Donc il ne faut pas hésiter à faire davantage la publicité, et en interne et en externe, y compris auprès des fédérations de parents, etc., de tout ça, qu'on a quand même en place dans chaque collège, dans chaque lycée. C'est quand même pas rien d'avoir une sorte de banque de prêts, et avec en plus un personnel de l'éducation nationale formé pour aider les jeunes à lire, et qui peuvent effectivement partir de ce que les jeunes connaissent. Il y a aussi des mangas et des BD dans les CDI, mais qui peuvent justement aller leur conseiller des œuvres qui peuvent sortir de leur terrain habituel. C'est très bien de dire des mangas, il ne s'agit pas de dire les mangas c'est de la sous-littérature. C'est pas tant qu'on lit, c'est qu'à un moment, il ne faut pas lire que des mangas. Les 18-24 ans boudent-ils l'information ? C'est ce qu'on pourrait comprendre du dernier baromètre 2022 de la confiance dans les médias qui vient justement d'être publié par le journal La Croix avec Kantar et OnePoint. Seulement 38% de ces jeunes des 18-24 ans donc déclarent s'intéresser à l'actualité, et c'est une sérieuse claque parce qu'ils étaient encore 51% sur le baromètre il y a à peine un an à s'intéresser à cette actualité. Virginie Sassoon, vous êtes donc la directrice adjointe du Clémy, vous menez cette semaine de la presse à l'école et vous intervenez sur l'éducation aux médias et à l'information tout au long de l'année aussi aux côtés des enseignants et des enseignantes. Comment est-ce qu'on peut interpréter ces chiffres ? Le fait de passer de 51% des jeunes qui suivent l'actualité à 38%,
c'est une sérieuse claque pour nous. Oui, c'est une sérieuse claque et en même temps, ça s'inscrit quand même dans une continuité parce que, comme vous le savez, la crise de confiance, voire de défiance vis-à-vis des médias, elle n'est pas nouvelle, elle ne date pas de 2022. Donc ça doit nous interroger collectivement, à la fois les professionnels des médias et aussi les enseignants. Et justement, la semaine de la presse et des médias dans l'école, c'est vraiment le temps précieux dans l'année, un temps fort. D'ailleurs, ça ne dure pas une semaine, hein, ça dure plutôt un mois, pour faire rencontrer les professionnels des médias qui peuvent venir expliquer aux élèves leur métier, comment ils fabriquent l'information, comment ça se passe dans les médias. Pour les élèves aussi, puisque là, les conditions sanitaires permettent à nouveau d'alléger un petit peu la situation et d'ouvrir les médias, donc de visiter les coulisses des médias, de comprendre vraiment comment ça se passe. Et tout ça, ça permet de renouer aussi un lien de confiance et de déconstruire un certain nombre de préjugés, de fantasmes qu'on peut avoir aussi sur le monde de l'information. Oui, au cours de ces dernières décennies, eh bien, le temps de sommeil moyen des enfants a diminué à cause d'un coucher plus tardif le soir, souvent lié à des contraintes d'organisation familiale lorsque les deux parents travaillent et rentrent tard à la maison. Alors chez les enfants, le manque de sommeil, chez les enfants qui ont un manque de sommeil, on constate donc une baisse de la performance scolaire à cause donc du manque d'attention, une augmentation du risque d'accident, de syndrome dépressif, voire de risque suicidaire dans les formes très sévères. Plusieurs études mettent aussi en évidence une relation entre la diminution du temps de sommeil et le risque de développer une obésité. Plusieurs études démontrent aussi qu'il existe des liens entre les heures passées devant un écran et les difficultés d'endormissement et la diminution du temps de sommeil. Donc il vaut mieux lire, c'est mieux pour le sommeil. Et on lit phosphore au capi. Oui, voilà, sur papier. Alors, il y a plusieurs stratégies. D'une part, nous, ce qu'on essaye de faire en tant qu'enseignants, c'est d'une part d'étudier des œuvres classique, plutôt classique en classe. Moi, j'ai toujours pensé en tant que professeur de lettres que mon travail, c'était pas d'étudier le petit Nicolas avec les élèves. Je suis pas là pour ça. À un moment, vous parliez des fables de La Fontaine. Je pense que mon travail est plus là. Ensuite, on propose, nous aussi, ce qu'on appelle des lectures cursives dans le jargon, c'est-à-dire des ouvrages à lire chez eux, qui, eux, peuvent être plus de la littérature de jeunesse, de la littérature peut-être plus facilement accessible, qui ne nécessite pas forcément que l'enseignant soit derrière pour vérifier que tout est bien compris. Après, je vous dis, une des parties du problème se passe aussi à l'école primaire dans l'apprentissage de la lecture. Là, je ne vais pas faire mon syndicaliste, mais dans les conditions d'apprentissage, dans le nombre d'élèves par classe, par exemple. Vous parlez de la lecture à voix haute. Aller lire à voix haute quand vous êtes 30 élèves dans une classe de CP, c'est pas évident. C'est pour ça que, par exemple, les CP à 12 en éducation prioritaire, plutôt une bonne chose. Ça permet quand même à chaque élève d'être plus pris en charge. Ça fait partie du bilan du gouvernement, effectivement, le dédoublement des classes, mais on sait aussi que, justement, dans ces démarches de jouer sur les origines, les racines du problème, le CP-CE1, c'est un premier cycle très important, mais également le cycle collège, je pense, qui nécessite une approche spécifique, parce qu'au début du collège aussi, on a un retard qui se fait sur les 2 premières années, qui fait qu'il y a certains élèves qui peuvent décrocher. Mais tout cela montre l'importance aussi d'agir très vite, très tôt, et surtout au plus proche des élèves pour pouvoir répondre à leurs attentes et à leurs problématiques, notamment d'accès à la lecture. Comment, d'après vous, on passe du savoir-lire au média ? Après, je pense qu'il y a un rapport personnel à la lecture, ça c'est certain, on ne peut pas obliger tout le monde d'aimer la lecture, mais le fait de découvrir, je pense, un univers nouveau fait que quand on a accès à différents types de lecture, on trouvera chaussure à son pied, il y a plein de types, il y a des histoires, des mangas, il y a aussi des différents types d'écrivains, différentes époques, qui fait que je pense que chacun pourra trouver son bonheur dans la lecture. Et oui, l'éducation aux médias, c'est tout au long de l'année, pas seulement pendant la semaine, qui est presque un mois, nous disait Virginie tout à l'heure, de la presse et des médias à l'école. Comment est-ce que vous, en tant justement qu'enseignante, vous utilisez ces outils, cette boîte à outils que le Clémy peut mettre à votre disposition pour pouvoir enrichir vos cours et pour pouvoir, encore une fois, élever cet esprit critique pour vos élèves ? Alors, le Clémy Paris a créé un dispositif qui est très riche, qui est le dispositif des classes médias. Et ce dispositif, en fait, permet à une classe choisie par les enseignants, c'est une pédagogie de projet, d'être initiée ou éduquée, en tout cas, aux médias tout au long de l'année. Ça veut dire que toute l'année, pendant 1 à 2 heures, les élèves vont avoir un cours de classe média. Le Clémy Paris forme les enseignants, propose au PAF un nombre de stages sur des sujets différents. L'enseignant peut choisir.
Et lorsque l'enseignant a ouvert sa classe média, il peut se tourner vers le coordinateur académique pour être accompagné, aussi bien dans sa progression que dans ses prises de contact avec les journalistes. On met en relation des associations, des formateurs. Voilà, on a à la fois un rôle de transmission, d'accompagnement et de formation. La grande révolution des réseaux sociaux nous a obligés, et en ça c'est assez exaltant, je le disais tout à l'heure, à coproduire avec les lecteurs. D'accord, donc c'est principalement ça. Ils sont devenus émetteurs aussi beaucoup plus qu'avant. Exactement. Et il n'y a pas de sujet qu'on ne peut pas penser sans eux, sans le penser avec eux. Et en ça, ils sont porteurs d'histoire, de narration de l'actualité. Sur l'Ukraine, par exemple, là, on vient de boucler un sujet, c'est les ados dans la guerre, et c'est des ados à Kiev, c'est des ados en Slovaquie, c'est des ados qui ont réussi à venir jusqu'à Paris, qui vont nous raconter, eux, comment ils vivent la guerre. Ce dialogue de pair à pair, ça leur permet de dire qu'il n'y a pas d'un côté la grande actualité et de l'autre leur vie à eux, mais que tout ça, c'est un continuum qui se rejoint, oui. Les difficultés orthographiques et grammaticales sont absolument monstrueuse. Et là, je parle en tant que professeur de lycée général qui enseigne dans la spécialité littérature. C'est-à-dire les élèves qui sont supposés aller pour ça. Enfin, les copies, si je les notais, j'allais dire en mode professeur des années 1960, je mets 2 à 75% de la classe. En vrai, on en est là. Il faut quand même s'en rendre compte. En vrai, on en est là. Et là, c'est dû au manque de lecture ? C'est pas dû qu'au manque de lecture. Je crois qu'il y a une question je ne vais pas vous faire toutes les théories et tous les débats du système éducatif, mais il y a vraiment une question où à un moment, dans les années 80 notamment et 90, on a commencé à vouloir expérimenter des choses qu'on jugeait très innovantes et qui faisaient plus de sens auprès des élèves, et on a fortement remis en cause un certain apprentissage peut-être plus traditionnel de la grammaire qui en fait a des vertus très fortes. Et on voit que les conséquences, on les paye aujourd'hui. Alors il ne s'agit pas de s'ennuyer en cours de français pour autant, on est d'accord, mais moi je voyais que quand j'enseignais la grammaire, vraiment la grammaire, la grammaticale de grand-père, la classique, quoi. En fait, les élèves, globalement, ils trouvent pas ça inintéressant parce qu'en plus, c'est un domaine où ils peuvent voir très très vite leur progrès. C'est un domaine où c'est très facile de voir qu'on s'améliore. Parce que s'améliorer sur l'analyse de texte et la lecture, j'allais dire, experte d'un texte, c'est difficile de voir qu'on progresse. S'améliorer sur l'accord du participe passé, on le voit beaucoup plus vite. C'est la fin de ce grand JT. Merci à tous les deux pour vos chroniques essentielles, les garçons. J'aime bien dire les garçons comme ça fait un petit côté un peu la femme prend les devants, bien sûr, prend le pouvoir. C'est ça. Rendez-vous évidemment demain à 20h30 sur schooltv.com ou alors sur les Freebox, canal 247. Merci à toute l'équipe de School TV, à Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédac. Merci à Mani Pezek à la réalisation, à Michael Fristo au son et à Colline Hamel au make-up. Ciao.